C'est pas ça, c'est que... Alors, je vous explique la table ronde suivante. J'ai un intervenant à distance qui est limité dans le temps et qui doit partir à 4 heures. Donc là, j'appelle pour l'intervention suivante. Donc, Christophe Nuttall, Elisabeth Jouraki. Et nous avons à distance Christophe Madrol, qui est à Paris, mais qui en fait est président de la commission biodiversité à la région Sud. Voilà, il est là, il nous voit. Non, on t'entend pas là. Stéphanie. Vous m'entendez pas? Ça y est, on t'entend. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Alors je vais... Bonjour Christophe. Ça va Christophe? Donc cette table ronde, on a vu donc les innovations plutôt technologiques. Là, on va parler d'un outil de financement innovant, c'est-à-dire que là, on va passer sur l'innovation financière. Je vais d'abord laisser Elisabeth Jouraki, qui est experte auprès du PAMEX, le plan d'action pour une Méditerranée exemplaire, et qui est placée auprès du programme d'action pour la Méditerranée, développé par le programme des Nations Unies pour l'environnement, faire une rapide présentation de ce qu'est le PAMEX. Ensuite, on passera la parole à Christophe Madrol, qui nous entend, voilà, et qui doit nous quitter à 16h, j'ai bien noté. Voilà. Merci Stéphanie. Et je vais mettre ma présentation à l'écran, s'il vous plaît. Oui, en fait, je voulais vous présenter le PAMEX et vous présenter aussi... Alors, on a beaucoup parlé d'empilement juridique, et je suis désolée, mais je voudrais quand même vous présenter un cadre juridique qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent et qui est quand même essentiel. C'est la Convention de Barcelone et en fait, le cadre juridique méditerranéen pour la protection de l'environnement marin et côtier. PAMEX. Mais bon, peut-être pour ne pas perdre trop de temps, juste vous dire deux mots, que c'est quand même une convention qui est pionnière, puisque en fait, le programme des Nations Unies pour l'environnement a été mandaté dès 1975, donc bien avant la plupart des grands accords environnementaux internationaux qu'on connaît, pour créer une convention régionale qui s'applique à l'ensemble du bassin méditerranéen et qui a un mandat assez large pour vraiment concerter l'action au niveau régional et intégrer vraiment une réponse, proposer des réponses aux problèmes à l'époque centrés sur les enjeux de pollution. Donc initialement, on a eu une convention pour la lutte contre la pollution qui est devenue ensuite dans une deuxième phase, et on a à nouveau sollicité le programme des Nations Unies pour l'environnement pour le faire, dans les suites aussi du sommet de la Terre et de la conférence de 1992, pour faire évoluer cette convention et qu'elle ait un mandat plus large, orienté sur le développement durable au sens large, et donc la protection de l'environnement marin et côtier. Et c'est pour ça que donc, cette convention a été rebaptisée en 1995, Convention pour la protection de l'environnement marin et côtier en Méditerranée. Juste vous dire deux mots sur le dispositif, en fait, l'organisation du plan d'action pour la Méditerranée du PNUE. Donc on a 6 centres régionaux dispatchés tout autour du pourtour méditerranéen qui suivent soit une organisation thématique, donc par exemple à Tunis, un centre spécialisé sur la biodiversité marine et côtière, à Barcelone, un centre sur la consommation et la production durable, à Split, un centre sur la gestion intégrée des zones côtières et la planification spatiale de l'interface maritime, et puis aussi un découpage en termes de fonctions et de mandats. Donc on a eu une étude d'Ecofilae tout à l'heure sur la prospective, et le plan bleu, qui est basé à Marseille, est un de ces 6 centres régionaux. On a aussi un centre qui est pas très loin d'ici finalement, à Rome, qui est dédié à l'information et la communication sur les enjeux environnementaux, et je pense qu'il y a un sujet ici de collaboration avec Régène qui va se poser. Donc voilà, donc cette convention, elle a un mandat large, comme je vous disais, avec pour ambition d'assurer un bon statut environnemental en Méditerranée, et elle est adossée aussi à 7 protocoles thématiques, dont un qui porte sur la pollution dite des sources terrestres telluriques, donc le protocole pollution tellurique. Oui, juste 2 mots sur... Voilà, donc c'est les 21 États parties du pourtour méditerranéen qui ont ratifié cette convention, et l'Union européenne, donc 22. Et donc ce protocole, il est assez important puisque c'est celui qui porte sur la réutilisation des eaux usées aujourd'hui. Donc ce protocole pour la protection sur les land-based sources, les sources terrestres. Mais vous dire aussi que le dispositif de la Convention de Barcelone, il est aussi intéressant parce que d'abord, il est juridiquement contraignant. On dit souvent le droit international, c'est de la bonne volonté, du wishful thinking qui ne sert à rien. Non, là, c'est juridiquement contraignant. Et d'ailleurs, il y a un comité de conformité, Compliance Committee, et les États qui ne respectent pas leurs obligations peuvent être poursuivis avec une dénonciation auprès de ce comité d'experts
pour étude de cas. Et donc, il y a un risque de naming and shaming, de pointer du doigt ceux qui violent leurs obligations. D'autre part, je voulais aussi vous parler d'un forum qui est la Commission méditerranéenne du développement durable, qui est un forum qui, je pense, peut beaucoup aussi intéresser les collectivités, la société civile. On parle aussi de projets pour parler aux citoyens. La Commission méditerranéenne du développement durable, c'est un forum qui réunit les ONG, des collectivités, mais aussi de la science, de la recherche, et aussi les organisations internationales, bien sûr, pour réfléchir à des pistes d'évolution. Et la France, en fait, va prendre la présidence pour la révision de cette stratégie à partir du mois prochain, pour 2 ans. Donc il y a aussi peut-être un sujet pour intégrer dans la réflexion aussi nos sujets dans cette nouvelle stratégie à venir. Donc si je reviens sur le protocole pollution tellurique, parce que en fait, c'est dans le cadre de ce protocole qu'il y a eu une décision qui change la donne en matière de réutilisation de l'eau, qui a été adoptée à la dernière COP de la Convention de Barcelone. Donc c'était à Antalya en décembre 2021, qui a porté sur l'adoption d'un plan spécifique régional sur la réutilisation des eaux usées provenant de sources urbaines. Donc c'est en fait l'article 15 de ce protocole qui porte sur le traitement des eaux urbaines résiduaires. Donc il est entré en vigueur en juillet 2022. Donc désolé, je reviens sur l'empilement juridique et législatif, mais il y a déjà une obligation depuis 2022 qui s'applique à tous les États du pourtour méditerranéen. Et si, pour les spécialistes et experts qui sont ici, je détaille un petit peu cette législation sans trop m'attarder. Mais elle porte, donc le plan régional, il s'applique à la collecte, au traitement, à la réutilisation et au rejet. Donc un périmètre d'application large. Il a aussi pour objectif, et on a parlé de changement climatique tout à l'heure, de lutter contre les effets néfastes. On a parlé aussi d'eutrophisation, il le cite explicitement. Donc vraiment, l'ambition, c'est de protéger l'environnement marin et côtier, mais aussi la santé humaine, et aussi de lutter contre les effets pervers de l'oxygénation. Pardon. C'est un peu technique. Donc, la traduction, c'est donc la teneur en oxygène de l'environnement côtier et marin, mais aussi les phénomènes d'eutrophisation, et de promouvoir l'efficacité des ressources. Donc on parlait aussi de démarche d'économie circulaire et de penser le modèle global. Là, c'est vraiment ce qui est visé. Et puis, ce plan régional, il souligne aussi que la réutilisation de l'eau usée, c'est aussi un moyen de conservation et d'amélioration de l'efficacité de la ressource. Et il rappelle aussi que il faut absolument que ces systèmes de collecte et de traitement, ils intègrent les effets du changement climatique dès la conception et pendant toute l'exploitation. Donc, y compris les modèles hydrologiques externes et leurs impacts sur le débit des eaux usées influentes. Et enfin, il souligne qu'il faut des procédés de traitement qui favorisent l'efficacité énergétique et les économies en eau, et aussi qui intègrent les énergies renouvelables. Puisqu'on a parlé ce matin des limites de l'éolien, c'est un sujet qui a été discuté. Donc, cet article, il a toute une série de mesures. Je vais spécifiquement passer en revue avec vous celui qui porte sur la réutilisation de l'eau usée. Bon, non, on n'a pas le temps. Alors, dans ce cas, de toute façon, vous pouvez consulter cette législation directement en ligne. On a parlé d'empilement juridique, et puis on a dit que finalement, en tout cas, Madame Yo a rappelé que l'essentiel du sujet, c'est d'abord la question de la volonté politique et la question des modèles économiques. Et donc, je voulais vous parler d'une plateforme qu'on a mis en place, qui est une coalition volontaire d'acteurs qui veulent porter cette ambition et qui veulent aller plus loin, accélérer la mise en œuvre pour la nature, pour le climat. Donc elle réunit à ce jour 12 pays, donc c'est le plan d'action pour la Méditerranée exemplaire. Elle réunit 12 pays, dont la France, puisque c'est notre président de la République qui est à son initiative et que ça a été lancé au One Planet Summit Biodiversité en janvier 2021. Et aussi 5 organisations régionales, et M. Gramegnos est peut-être parmi nous, l'Union pour la Méditerranée en fait partie bien évidemment, aux côtés de l'Union européenne, de la FAO, de l'Organisation maritime internationale, etc. Et c'est un plan d'action intégré puisqu'il a 4 dimensions qui adressent vraiment toutes les problématiques environnementales en Méditerranée au sens large. Voilà. Donc avec 4 composantes, donc élever l'ambition pour la préservation de la biodiversité marine et côtière, mais aussi lutter contre la surpêche et promouvoir la pêche durable, redoubler d'efforts pour lutter contre la pollution, et c'est sûrement peut-être à ce titre-là que s'inscrit l'action sur la réutilisation des eaux usées, et puis promouvoir un transport maritime vert.
On a eu le plaisir de découvrir le port de Bonifacio, exemplaire, et de prendre un bateau hybride. C'était un plaisir. Et oui, vous dire aussi que c'est aussi aligné avec les objectifs du développement durable et l'agenda 2030 pour le développement. Bon. Mais si j'en viens au PAMEX, je voulais souligner que donc il pose vraiment un cadre politique, puisqu'il dit, dans sa cible 13, qu'il y a vraiment une ambition d'adopter des mesures fermes, y compris en prévoyant des financements adaptés pour mettre en place des réseaux d'assainissement urbain adéquats, des usines de traitement, des eaux usées. Donc on a dit tout à l'heure que le préalable à la réutilisation, c'était aussi l'assainissement. Le PAMEX, c'est ça. Il pousse vraiment pour cet objectif, et comme quand même on couvre tous les aussi des pays du sud méditerranéen, il y a vraiment un sujet par rapport à ça, et c'est pour ça qu'on a eu le plaisir avec Christophe de voir le PAMEX doté d'un fonds financier d'investissement local, donc destiné aux collectivités, pour faire émerger des projets qui permettent vraiment cette mise à niveau, cette harmonisation régionale. Et donc peut-être que je voulais aussi vous présenter juste rapidement aussi que le PAMEX, c'est aussi une plateforme politique pour plus d'ambition, et vous donner juste 2 exemples. On a fait par exemple une position commune là dans la négociation internationale du traité de lutte contre la pollution plastique, où tous les pays méditerranéens du PAMEX se sont mobilisés ensemble pour plus d'ambition dans cet accord mondial. Donc ça donne aussi une visibilité accrue à la région, à ses collectivités et à ses pays. Et puis par exemple aussi sur la protection et les aires marines protégées. Bon, c'est aujourd'hui en Méditerranée qu'on est à 7%, que l'accord de Kunming-Montréal c'est 30% d'ici 2030. Donc il y a vraiment besoin de passer à l'échelle. Et donc avec le PAMEX, on va faire une déclaration commune pour vraiment dire que les pays méditerranéens du PAMEX s'engagent à tenir cette cible et surtout à atteindre un 10% de protection stricte au niveau méditerranéen. Donc je pense que sur l'utilisation des eaux usées, on pourrait aussi, si on avait la volonté, faire une déclaration similaire s'il y a eu besoin d'une nouvelle impulsion politique. Voilà. Donc sans plus attendre, je relaisse la parole à Christophe pour vous présenter la facilité financière et son fonctionnement. Alors, je suis bien d'accord. Vraiment, bravo, Elisabeth. Pardon de t'avoir pressée. C'était vraiment, résumé 50 ans de négociations en 5 minutes. Chapeau bas, bravo. Alors, Christophe Madrol, êtes-vous toujours là avec nous? Ah, on a perdu Christophe Madrol. Ah, il est parti. Bon, on va faire avec Christophe Tutal. Donc, je vais te laisser la parole pour présenter cet instrument totalement innovant de Blended Finance. En principe, c'était Christophe Madrol qui devait pré-présenter, donc je vais faire sa pré-présentation également, pour donner un petit peu des éléments contextuels. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2009, on devait avoir l'accord de Paris, c'était à Copenhague, pour la convention de lutte contre le changement climatique. Ça a été un énorme fiasco. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le dernier jour, il y a plusieurs chefs d'État qui sont restés dans une petite salle et qui essayaient de sauver cet accord, qui finalement s'est fait que 5 ans après. C'est à ce moment-là, moi j'étais diplomate aux Nations Unies, et c'est à ce moment-là qu'on a considéré qu'il fallait travailler avec les autorités locales. On n'allait rien pouvoir réussir à faire si on partait du haut vers le bas, mais il fallait repartir du bas vers le haut. Et donc, on a commencé à organiser, avec plusieurs gouverneurs, plusieurs maires autour du monde, un mouvement pour faire reconnaître l'importance du rôle des collectivités territoriales à atteindre des objectifs globaux. Donc, on revient un petit peu sur penser globale et agir au niveau local, mais là, on voulait le faire en termes de diplomatie active. 5 ans après, nous avons réussi effectivement à faire reconnaître que 80% ou 75% de la réponse au changement climatique, soit en termes d'adaptation ou d'atténuation, était véritablement entre les mains des collectivités territoriales et déclarée par les États. Ce qui changeait beaucoup de choses en termes de diplomatie active dans ce domaine-là. À partir de ce moment-là, on a rencontré, 2 paradoxes. On en a rencontré beaucoup, mais on en a rencontré 2 importants. Le premier, c'est de dire que le monde multilatéral fait par les États et pour les États n'ont pas d'instruments financiers pour les autorités locales, quand bien même elles avaient 80% de la réponse.
que ce soit les agences de développement nationales, on a cité l'AFD plusieurs fois aujourd'hui, que ce soit la BERD au niveau européen ou la BEI, la Banque européenne d'investissement, que ce soit la Banque mondiale ou que ce soit les banques régionales, la Banque africaine de développement, n'ont pas de programme spécifique pour apporter de l'argent auprès des autorités locales que vous êtes et qui généraient ces projets-là. Donc, premier paradoxe, nous ne sommes pas équipés au niveau international pour répondre à une demande des autorités locales pour faire ce type de projet. Deuxième type de paradoxe, ce type de projet dont on a parlé tout à l'heure en termes d'assainissement, en termes de réutilisation des eaux usées traitées, mais aussi en termes de gestion des déchets, aussi en termes de production d'énergie décentralisée, donc de nouvelles énergies, que ce soit le solaire, l'éolien, la méthanisation, etc., sont tous des projets qui vont entre, on va dire, grosso modo, 5 à 50 millions d'euros. 5 à 50 millions d'euros, ce ne sont pas des budgets qu'ont les collectivités territoriales dans la plupart des pays du monde entier. Je veux dire, même ici à Bonifacio, ce type de projet-là, il faut aller les chercher au niveau régional, au niveau national, au niveau de l'Union européenne. Donc vous pouvez vous imaginer dans les pays en développement, et ceux qui nous concernent en Méditerranée auront encore plus de mal. En dessous de 5 millions de dollars, on trouve la coopération décentralisée, on trouve des fondations, on arrive à, je veux dire, bricoler. Au-dessus de 50-75 millions de dollars, c'est là qu'on commence à trouver les grandes banques, qu'elles soient privées ou qu'elles soient les banques de développement, qui commencent à s'intéresser à ce type de projet. Parce que le coût de transaction pour opérer ce type de projet, enfin pour le mettre en place, peut être retrouvé après dans la rentabilité du projet. Mais entre 5 et 50 millions de dollars, on trouve pas beaucoup d'instruments financiers. Et donc l'idée a été comment peut-on innover entre le secteur public et le secteur privé de mettre en place ce type de fonds d'investissement au profit des autorités locales pour l'infrastructure verte. Donc on a commencé il y a 5 ans à travers une fondation que j'ai créée avec le gouverneur Arnold Schwarzenegger qui s'appelle le R20 et qui a démarré avec 43 pays autour du monde qui ont souscrit à notre volonté de monter ce qu'on appelle le Subnational Climate Fund, donc le fonds infra-étatique pour lequel les Nations Unies ont finalement accepté de mettre 150 millions de dollars sur la table avec un préfinancement de 25 millions de dollars pour aider les collectivités territoriales à monter leurs propres projets. Alors quand on dit monter leurs propres projets, c'est de savoir quelle est la réglementation au niveau national, on l'a vu, quelles sont les technologies, on l'a vu, quels sont les impacts possibles de ces projets en termes d'impact social, impact environnemental, mais aussi en termes d'impact économique pour avoir un retour sur investissement. Donc nous avons créé ce premier fonds mondial qui continue à être un grand succès. Et dans le cadre du PAMEX, du plan Méditerranée exemplaire, il nous a été demandé de reproduire ce modèle à l'échelle méditerranéenne. Donc nous sommes en train aujourd'hui, dans un consortium de gestionnaires de fonds, de banques privées, de banques publiques, de voir comment on peut imaginer un modèle qui soit encore un peu plus sophistiqué en termes d'outils financiers. Alors qu'est-ce que c'est un outil financier? C'est d'abord, en début de chaîne, de nous permettre d'avoir de l'argent pour faire une étude de faisabilité du projet. Après, c'est d'investir dans une technologie avec une autorité locale pour développer les projets. Ce qu'on appelle, c'est de l'investissement en capital. Donc ce sont des termes un petit peu techniques. En anglais, on dit de l'equity, qui nous permet d'accéder à de la dette et qui nous permet surtout d'accéder au crédit carbone. C'est un nouveau marché qui est en train de se développer et on essaye de faire en sorte que la collectivité territoriale avec l'entreprise avec laquelle il va travailler va avoir un seul guichet pour accéder à ces différents types de financement. Alors ça peut vous paraître assez complexe, dans la réalité ça l'est un petit peu moins quand on travaille avec les fonds managers. Donc ce projet est en cours d'élaboration en ce moment même avec un certain nombre de fonds managers pour lequel notre ambition avec l'Union pour la Méditerranée que vous avez entendu ce matin et avec le PAMEX et le plan d'action méditerranéen du PNUE, nous avons une ambition de lever 1 milliard de dollars entre le secteur public traditionnel et le secteur privé. Et je pense que c'est une chose qu'on devrait s'attacher à prendre plus ou à mettre plus en valeur,
c'est le rôle des entreprises privées ou des fonds de pension ou des fonds d'investissement du privé pour lesquels leurs clients, leurs bénéficiaires, mais surtout leurs actionnaires dans la responsabilité sociale des entreprises, mais également dans leur engagement vis-à-vis de la nature, sont prêts à mettre beaucoup plus d'argent sur ce type de projet. Je vais vous citer 2 exemples. AXA en est parmi un. On négocie avec eux pour voir dans quelle mesure ils sont intéressés à investir sur du long terme. Alors, ce n'est pas des retours sur investissement classiques qu'on peut avoir sur du court terme avec des infrastructures, mais c'est du long terme avec du crédit carbone pour lequel il y a un intérêt majeur. Je vais donner un deuxième exemple que je ne citerai pas, mais c'est un fonds de pension au Québec pour lequel leur board a décidé que 1% de leur portefeuille d'actifs, qui sont 400 milliards de dollars, c'est pas rien, puissent être investis dans des projets, ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature, pour pouvoir effectivement investir sur ce type de projet avec des investissements à long terme. Donc en fait, RedGen, ce projet qu'on a élaboré ensemble avec la mairie de Bonifacio et les amis, je dirais, privilégiés de Bonifacio qui avons une résidence secondaire ici, a compris qu'il y avait une énergie extraordinaire. Énergie des citoyens, énergie de la nature, et puis énergie, je dirais, spirituelle, culturelle du peuple corse. Et donc, on a été extrêmement motivés d'accompagner ce projet RedGen pour lequel il y aura un volet effectivement finance, un volet de rencontre, un volet de formation, un volet d'innovation. Et j'en arrêterai là. Merci. Alors, est-ce qu'on a réussi à rattraper Christophe Madrol? On va poser une question en attendant que Christophe Madrol nous rejoigne. Oui, Monsieur Nuttall, c'est passionnant hein, comme sujet. Moi, je voulais vous témoigner juste très courte 2 expériences quand on veut pousser des projets autour de la Méditerranée. On se retrouve à la première difficulté, c'est qu'il n'y a personne pour payer ses faisabilités. Vous allez voir l'AFD, vous dites, c'est en dessous de 5 millions d'euros. Non, on ne lève même pas le crayon. Et donc ça, c'est une difficulté, parce qu'évidemment, sur des projets, pour sécuriser le projet et que des investisseurs viennent derrière, il faut bien trouver les bonnes options. On a vu ce matin que le truc tout fait, on ne le connaît pas. Donc en cette difficulté, est-ce que vos fonds permettent de couvrir ça? Bon, vous avez apporté la réponse, mais concrètement, est-ce qu'on peut enclencher 30, 40, 50, 100, 200, 500 cas sur ça? Et le deuxième point, c'est sur l'innovation. Au niveau européen, par exemple, a été fait le constat que c'est trop incertain la réutilisation des eaux pour que des gens se positionnent sur des stades d'élaboration de pilotes, etc. Donc on a un gap sur ces phases-là, Vendéo on sait quelque chose, pour arriver à financer ces phases-là. Et je voulais savoir si concrètement, du coup, par rapport à ces maîtres d'ouvrage, etc., on peut dire oui, il y a des solutions qui existent, qui ont compris l'incertitude liée à ce sujet, finalement, et qui sont capables d'accrocher justement des fonds de pension, etc., qui permettent de financer les phases amont des projets. Merci. Tu dois avoir un micro là. Excusez-moi, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, toutes les questions, mais ça va me permettre de rebondir en espérant pouvoir répondre à vos questions. Pourquoi on est intéressé par ce séminaire, c'est que sur la réutilisation des eaux usées et traitées, à partir de 2 ou 3 exemples qu'on a pu voir, et l'appel de Bonifacio qui a été fait ce matin, et on ne l'a pas entendu malheureusement, mais le représentant de MedCité qui représente 47 villes, mais aussi avec ICLEI, de faire un appel à projet pour lequel nous espérons dans les prochains mois être en mesure d'avoir l'argent nécessaire pour accompagner ces collectivités territoriales à élaborer leurs projets, à identifier puis élaborer leurs projets, et après investir sur ces projets-là. Et tout à l'heure, Elisabeth vous a cité quelques objectifs du PAMEX. Nous allons en embrasser 3. Le premier, c'est 0 émission CO2 pour le transport maritime. Donc on s'est basé aujourd'hui sur 2 expériences, celle de Marseille, du port de Marseille et du port de Malaga, pour voir comment les bateaux qui sont plugués sur de l'énergie renouvelable sur la partie nord de la Méditerranée, quand elles vont au sud, ne continuent pas à émettre du CO2 quand elles sont à quai, et donc pouvoir se pluguer aussi au sud, y compris en faisant de l'énergie renouvelable.
Le deuxième type de projet, c'est zéro plastique, donc c'est gestion des déchets et assainissement. Et le troisième projet, c'est protection, restauration de la biodiversité marine et littorale. Alors, je suis sûr de ne pas avoir répondu à vos questions, mais on se reverra tout à l'heure. Mais je profitais de donner plus d'informations que normalement Christophe Madrol devrait vous donner. Je crois qu'on l'a définitivement perdu. Bon, on l'a définitivement perdu. Je suis désolé. Enfin, pour aujourd'hui, en tous les cas. On va prendre une autre question et après, il va falloir passer à la séquence suivante. Oui, Paoli, conseiller de la direction de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse et inventeur à titre personnel. Alors, le splendide site de Bonifacio met en lumière la réutilisation de la réhute sur Bonifacio, mais vous avez évoqué, Madame Lisette, tout à l'heure, les innovations qui sont portées par moi-même au niveau en Corse et au niveau international, qui sont la finalité de la réhute, c'est-à-dire il faut pouvoir utiliser cette eau, notamment à vocation agricole. Et cette eau à vocation agricole, il faut changer de paradigme actuellement, parce que nous sommes dans une irrigation qui consomme des quantités d'eau au niveau mondial de l'ordre de 60% vis-à-vis du volume international de l'eau pour l'agriculture. Et l'idée, c'est d'utiliser des systèmes complètement enterrés, dont j'ai inventé des systèmes avec l'irrigation, avec de l'oxygène couplé à l'eau et aussi de l'air. Pourquoi cette innovation-là? Parce que dans l'air, il y a les ingrédients de l'air contient 20% d'oxygène et 80% d'azote. Et à partir de ce moment-là, on a une fertilisation des plantes directement enterrée. On n'a plus de problème de vent, on n'a plus aucun problème de réutilisation des eaux usées puisqu'on est sous terre et qu'on a une irrigation anticipée. Et à partir de là, la jonction de l'oxygène sur les plans d'eau de barrage et l'oxygène avec la déduction de l'ozone permet la purification de l'eau. Et donc, on arrive à ce que vous disiez tout à l'heure, notamment les représentants de la région de Narbonne, où il y a le premier exemple français de production d'hydrogène. On arrive avec l'électrolyse de l'eau à avoir d'un côté la purification de l'eau, des quantités très fortes, disons, de production d'oxygène et de valorisation des plans d'eau et des quantités de réduction d'économie d'eau allant jusqu'à 40 ou 50% au niveau mondial de l'eau. Je suis en train d'être au niveau français sur les questions des bassines en France pour éliminer les bassines au profit d'une irrigation enterrée. L'expérimentation avec le Maghreb est déjà très avancée et on irrigue une fois tous les 2 ans et donc on n'irrigue plus dans la période estivale, ce qui va réduire les ouvrages de stockage d'une manière très forte. Alors, ce site de Bonifacio, madame et monsieur qui est en train de pouvoir avoir des financements, en Corse, vous avez les 2 extrêmes. Vous avez à Bonifacio la réutilisation de l'eau et vous avez à la pointe du Cap une expérimentation qui est 20 ans après la première expérimentation, le dessalement d'eau de mer mobile. C'est-à-dire la première expérimentation par Veolia à la pointe du Cap. C'est-à-dire que la Corse est à la pointe des 2 côtés, c'est-à-dire le Cap Corse en pointe de l'innovation sur le dessalement d'eau de mer et à Bonifacio la réhute. Alors ma question posée, sans compter qu'à l'Office d'équipement hydraulique de la Corse, nous sommes les héritiers de la Somivac et comme on le signalait tout à l'heure, la Somivac qui faisait partie des 5 sociétés d'aménagement rural françaises développées par le général de Gaulle pour développer l'eau en France. Ces sociétés-là ont hérité en Corse d'un stockage de l'eau qui est... Nous avons inventé les stockages d'eau par membrane souple et nous sommes au niveau international les premiers à stocker l'eau qui n'a pas d'air et on stocke pendant 10 ans de l'eau et donc il n'y a pas d'évaporation. Deuxièmement, nous avons les barrages en enrochement à membrane mince. Donc de faire de Bonifacio... Oui, je vais réduire, mais... mais sauf que ma question est celle-ci. L'ancien président de la République a dit, voilà, je mets 100 millions d'euros sur la plaine orientale pour valoriser les énergies, etc., l'eau, etc.
et 60 millions d'euros l'État et 40 millions d'euros la collectivité territoriale. La collectivité territoriale, à ce jour, n'a jamais mis les 40 millions d'euros. L'État ne les a jamais mis non plus, jusqu'à ce jour. Alors, ma question posée, puisque vous êtes au niveau finance et au niveau international, madame, la promotion des innovations, moi-même qui a 4 innovations au niveau international des plus pertinentes, que l'on commence par la Corse, en montrant par les deux extrêmes, la Réute à Bonifacio et le dessalement d'eau de mer avec la protection de l'eau marine, c'est-à-dire ne pas polluer l'eau avec l'eau de mer. Et donc, pour finaliser, nous disposons en Corse, y compris la lutte contre le carbone, avec la séquestration du carbone, nous avons en Corse des modèles internationaux. Alors, monsieur, est-ce que vous mettez 40 à 50 millions d'euros tout de suite pour que la région de Corse puisse être à la pointe au niveau de la Méditerranée? Merci. Alors je crois qu'on ne va pas rentrer dans le débat après parce que je crois que le PAMEX a un comité qui attribue les fonds et que monsieur ne peut pas décider tout seul. Voilà. Donc on va... Malheureusement. Et donc malheureusement, ce n'est pas pour aujourd'hui. Voilà. Donc merci à tous les deux. Et donc, on va passer à la dernière table ronde de cette journée, qui va être l'occasion de présenter un projet dont vous avez déjà entendu parler à plusieurs reprises, qui est le projet REGEN. Donc, j'appelle à la tribune Madame Françoise Nyssen, Monsieur Cyprien Fonvielle, Monsieur le maire de Bonifacio, Monsieur Gilles Giovanangeli, qui va représenter Monsieur Simeoni, et Monsieur Gramenos Mastrogeni, pour secrétaire général adjoint de l'Union pour la Méditerranée. Et donc, je vais leur demander de présenter, enfin, je vais laisser et Marie-Jo aussi. Eh bien, venez vous asseoir. Monsieur le préfet, venez avec eux. Comme ça, on enchaînera sur la clôture avec vous. Oui. Ah si, tu viens aussi. Et Alain Dimélure, si vous êtes Alain. Voilà. Je suis en train de voir. Venez, vous êtes prévu. Votre nom est prévu. Ouais, super. Eh bien, merci. Alors, je vais laisser la parole peut-être à Monsieur le maire pour présenter le projet REGEN et ensuite, Madame Françoise Nyssen et Monsieur Fonvielle présenteront les projets, NID et le projet NID Odisseo en expliquant peut-être bien la différence entre les deux notions. Alors, peut-être un rebonjour à ceux que je n'aurais pas vus ce matin. Donc, vous m'avez demandé, chère Stéphanie, de représenter le projet REGEN. Moi, j'aimerais tout simplement expliquer quelle est la raison qui nous a amenés d'ailleurs aujourd'hui à être tous ensemble ici. Et effectivement, ça a déjà été évoqué. C'est l'idée depuis longtemps que Bonifacio avait eu à travailler sur les questions de développement durable et avait quand même un certain nombre d'actions. Ça a été évoqué, je ne l'ai pas détaillé ce matin, mais on a évoqué l'usine de la Réute, de la réutilisation des eaux traitées, l'usine de potabilisation, mais je l'ai dit, on avait un agenda 21 local, on a travaillé sur beaucoup de sujets qui démontrent notre envie de nous inscrire dans ces politiques de développement durable telles qu'ils ont été définies à Rio, et donc ça a été notre envie. Et puis, nous avons la chance de faire des rencontres dans ce territoire, soit par des gens qui y passent, soit par des gens qui y vivent plus ou moins longtemps. Ils peuvent être là uniquement des fois dans les périodes estivales ou dans d'autres moments de l'année, ceux qui viennent et qui vivent 5 ou 6 mois. Et lors de ce rencontre, il y a des gens qui nous disent, voilà, nous, on a soit une expérience, soit un réseau, soit une envie, et on a envie de vous aider à avancer sur ces sujets, et est-ce qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice. Et nous nous sommes dit, quand même depuis longtemps,
que Bonifacio avait un espace important, celui de la caserne Montlore, qui était disponible pour peut-être accueillir. Alors, je ne veux pas le définir précisément parce qu'on verra bien que c'est l'objet d'ailleurs de notre association à toutes celles et tous ceux qui sont autour de cette table, mais à accueillir un centre, on va l'appeler comme ça, de réflexion, d'action, de formation sur les questions de développement durable dans l'espace Montlore. Parce que nous avons la conviction que cet espace Montlore, et je le dis encore avec plus de force, mais Gilles Giovanangi nous le dira peut-être lui aussi, mais je me permets de l'affirmer encore avec plus de force maintenant, parce que nous sommes rendus ce matin, nous avons dû nous absenter un tout petit instant avec le président Simeone sur site, et notamment sur la caserne génoise, pour être convaincu que dans ce site-là, il pouvait y avoir une ambition forte pour ce projet. Et à partir de là, quand on avait la conviction que Montlore pouvait s'inscrire dans cet espace-là, dans cette ambition-là, nous nous sommes dit qu'il fallait fédérer toutes ces personnes. Nous l'avons fait à travers une association où la mairie est partie prenante et où Marie-Jo Viquet-Racoulio, qui est adjointe en charge des questions environnementales, représente la commune de Bonifacio. Nous nous sommes dit qu'avec celles et ceux qui nous avaient sollicités, nous pourrions avancer. Et nous avons constitué l'association Regen. Ensuite, chemin faisant, on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas avancer seul pour réfléchir sur le devenir de la caserne Montlore et qu'il nous fallait des partenaires et il nous fallait être soutenus. Je ne pense pas, et je le dis, je l'affirme ici, il n'y aura pas de réussite sur le projet sur lequel nous réfléchissons si nous n'avons pas des amis, des appuis de dimension internationale. Et c'est pour ça que je vois bien aujourd'hui celles et ceux qui sont à nos côtés présents, je les en remercie. Je les remercie parce qu'ils ont déjà manifesté leur soutien à cette idée, à cette belle idée. Il n'y aura pas de réussite sans la collectivité de Corse. Et Gilles Giovanangi l'exprimera. Pour Gilles Giovanangi, ce n'est pas un hasard et je trouve qu'il n'y a jamais de hasard. Il le sait. J'ai un grand respect. Je sais que c'est un conseiller exécutif et un homme qui réfléchit vite, qui réfléchit bien. Et je suis sûr que sa parole, telle qu'elle sera posée, elle saura être claire, nette et précise. Et je le connais suffisamment depuis longtemps. Il a eu la chance d'être maire avant moi et il fait partie de ces maires qu'on pouvait, je dirais, suivre et apprécier parce qu'il a été d'une redoutable efficacité. Et donc aujourd'hui, dans cette mission-là, en posant le problème sur la table, celui du développement durable, des ambitions, du global, du local, je crois qu'on peut dire qu'on est totalement en phase. Donc, et il n'y aura pas de réussite sans la collectivité de Corse et je crois qu'il le réaffirmera. Il n'y aura pas de réussite sur ce projet sans l'État. Et nous avons déjà eu l'occasion avec monsieur le sous-préfet d'évoquer cela. Je crois que ça a été dit par vous, je ne sais plus par qui ce matin, mais je crois que ça a été, et j'étais, pour rien vous cacher, particulièrement content que ce soit Gilles Simeone qui ce matin fasse référence aux propos du président Macron. Et je me dis que c'est comme ça que nous réussirons. À l'instant, quand vous nous avez invités, c'est de suite poser la question de comment on va s'asseoir autour de cette table. Et tout le monde m'a gentiment dit, vous devez vous mettre au milieu, vous êtes la puissance invitante. Alors je me mets au milieu bien volontiers, mais je le dis sincèrement, et ce n'est pas de la fausse modestie. Il n'y a pas de réussite s'il n'y a pas d'aventure collective. Et quand nous sommes allés de l'autre côté de la Méditerranée il y a quelques mois pour demander de l'aide, pour essayer d'être plus forts ensemble et de voir aujourd'hui que vous êtes à nos côtés et qu'on va signer ensemble une convention, je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui notre force. On aurait pu bouger, il n'y aura pas de réussite sans... Monsieur le sous-préfet aurait pu être à ma place, le président de l'exécutif aurait pu être à ma place. Je crois qu'il n'y a pas, je n'ose même pas dire, vous imaginez le secrétaire général adjoint de l'Union pour la Méditerranée, il aurait largement pu être à ma place, parce que si on a une ambition méditerranéenne, on a eu ce mot à la bouche toute la journée, c'est bien pour une raison. Et je le sais parce que, vous savez, moi je le dis, et là encore pas par modestie, mais je suis heureux d'avoir à mes côtés l'adjoint au maire de Bonifacio, l'adjoint alors en charge normalement du patrimoine et de la culture, mais c'est pas à ce titre qu'il est là à nos côtés aujourd'hui. Moi je le dis tranquillement, il est un de mes mentors. Là j'en ai parlé ce matin, j'ai évoqué Edmond Simeone ou Michel Rocard. À une échelle plus locale, Alain est quelqu'un que, non, il fait le modeste, mais il sait que je le pense, est quelqu'un qui compte beaucoup. Alain Dimet défend, par exemple, je vous donne
donne un concept depuis 2008 que nous avons fait nôtre au sein de Bonifacio 21, et je vois mon ami adjoint Denis Lopez, Marie-Jo, elle le sait, c'est lui qui nous a convaincus de la dimension européenne et méditerranéenne que nous devions avoir dans notre action. La continuité territoriale européenne qu'on aurait pu imaginer, notamment avec la Sardaigne, il l'a conceptualisé il y a déjà très très longtemps. Nous sommes convaincus qu'il ne peut pas y avoir d'avenir de la Corse sans son avenir méditerranéen. Et le président de l'exécutif l'a répété avec force ce matin, nos amis marseillais qui sont la capitale peut-être méditerranéenne de la mixité en sont l'incarnation. Donc aujourd'hui, il y aura une réussite autour du projet méditerranéen, autour du développement durable, si nous sommes capables de porter ensemble ces choses-là. Et je reste persuadé, vraiment, je conclus là-dessus, que la caserne Mont-Laure, que ce projet que nous ambitionnons en termes de formation, en termes d'éducation, en termes de création, ce projet-là, je pense qu'il a toute sa place en Corse et ça a du sens parce qu'il sera adossé, par exemple, j'ai fait la digression sur Alain, mais je n'ai pas terminé, il siège ici au titre de l'Université de Corse, il a plusieurs casquettes, il est vice-président de l'Université de Corse. On ne peut pas imaginer un projet porté par l'ensemble des acteurs ici présents, sans que l'Université de Corse, qui est notre université, qui est notre ADN, qui incarne notre identité, soit partie prenante. Elle l'est depuis quelques mois, nous l'avons convaincue de l'être, et je crois que, je répète, l'union fera la force. On tournera autour on aurait pu mettre une table, les chevaliers de la table ronde, qui ont vocation, non pas les uns à commander les autres, mais l'union fera la force, j'en suis certain. Voilà ce que je peux dire en propos introductifs pour cette association Redgen et pour la signature qui nous attend à l'instant. Merci, monsieur le maire, de tant d'énergie et d'avoir terminé par l'union fait la force, parce que je suis marseillaise, arlésienne, peu importe, je suis belge aussi, et c'est la devise des Belges, donc je suis extrêmement contente de... Mais je voulais repartir sur le terme énergie, parce que ce qu'on a senti aujourd'hui, c'est cette énergie extraordinaire. On a parlé à tous les niveaux d'énergie. Il y a une énergie qui est très importante aussi, parce que ce n'est que sur l'énergie et les désirs des gens de faire qu'on pourra avancer. C'est l'énergie des enfants. Nous avons créé une école, on voit que quand on veut réfléchir l'éducation nationale, on doit la faire à partir de l'énergie des enfants qui peuvent porter une réflexion là-dessus et il faut chercher. Et donc, c'est très important et c'est ce qui nous rassemble, hein, je trouve que c'est vraiment cela, c'est de se baser sur cette énergie à la fois des experts, des organisations, des collectivités. Et cette collectivité ici est absolument extraordinaire. Ce territoire est magnifique. L'énergie de la culture, je suis très heureuse de rencontrer enfin l'adjoint à la culture, parce que ce sont aussi les récits qui nous permettront de prendre conscience de la nécessité de ce changement plus que jamais. C'est les récits qui ont porté tous les grands changements, c'est les récits qui nous fondent, et donc on doit prendre la culture aussi comme une essence de ce projet, mais l'ADN de ces lieux que nous voulons créer, qui sera créé ici à Bonifacio, je l'imagine, c'est justement cet ADN, c'est de transmettre, de construire dans la coopération pour avancer dans tous ces projets où on a aujourd'hui noté les possibilités, les nécessités, les freins. Je voulais le citer parce que je ne résiste pas à le citer sur la notion de risque. On a un recteur d'académie qui nous avait dit dans un colloque un jour, avec ce principe de précaution qui nous assomme dans notre pays, on pourrait dire que si Christophe Colomb avait été français, il n'aurait pas découvert l'Amérique. Donc il faut s'adapter. Et il existe des dispositifs, et je vous le dis, dans la loi LCAP, il y a un dispositif sur le permis de faire. Il faudrait faire des permis de faire à tous les niveaux. Et en tous les cas, au niveau de NID que va vous présenter Cyprien, parce que c'est lui qui a vraiment porté l'idée, eh bien, on a envie de rassembler ça et de servir ces questions essentielles aujourd'hui que nous devons servir dans leur aspect holistique. Il y a l'eau, mais il y a tous les autres aspects qui doivent être rassemblés et on espère pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Alors oui, on est tous conscients des enjeux qui se présentent devant nous et des mutations importantes que vont devoir faire nos sociétés, et puis tout simplement du récit assez anxiogène qui est porté donc, dès lors que l'on parle de transition environnementale. On a monté ce projet parce qu'on est persuadé que nous ne pourrons pas réussir si nous avons une chance de réussir la stratégie environnementale sans nous appuyer sur l'ensemble des citoyens qui constituent
nos territoires. C'est vraiment l'ADN de départ du projet, qui est de se dire, si on veut arriver à avancer suffisamment vite et à mettre en place une stratégie de transition environnementale qui soit acceptée, on doit la construire avec un maximum d'individus qui composent nos sociétés. Et pour nous, ça passe par la création de lieux de médiation scientifique, de lieux de formation, de recherche, de lieux de vie dédiés à la transition environnementale. C'est assez intéressant quand on regarde les cultures méditerranéennes, et on est situé ici au milieu de cette mer Méditerranée. C'est assez intéressant de voir que les cultures méditerranéennes ont toujours, dans les périodes de mutation, créé des lieux symboliques pour mobiliser les populations et dessiner l'avenir. Toujours. Dans un lieu qui l'incarne, des édifices religieux, des lieux culturels, des enceintes sportives, des lieux d'éducation. On s'est questionné, nous, il y a 4 ans, pour savoir quels étaient les acteurs qui avaient déjà commencé à créer des lieux d'éducation dédiés à la transition environnementale, des lieux de mobilisation. Et puis on s'est rendu compte qu'on se posait la question, alors on peut se dire tardivement, c'est une certitude, mais finalement avant beaucoup de territoires, et on a décidé, avec Françoise, qui nous a rejoint très très vite, en réalité, il y a 4 ans, dès qu'on a eu cette idée-là, de lancer cette initiative. Et l'idée pour nous est d'essayer d'accompagner les acteurs des territoires qui souhaitent créer des lieux à destination de leur population et plus globalement à destination des populations méditerranéennes, de les accompagner dans la création de lieux de médiation scientifique, parce qu'on voit bien de toute façon que l'une des difficultés est liée à la connaissance et au partage de la connaissance, mais de créer des lieux qui donnent envie de vivre, tout simplement, et qui portent un récit positif. Et donc, le premier lieu sur lequel on a avancé, c'est un lieu sur Marseille. Alors, on a fait plus qu'avancer, puisque les études sont terminées et qu'on est maintenant proche du lancement des concours d'architectes. On a été sollicité par le Royaume du Maroc, avec lequel on avait d'abord identifié un lieu, puis maintenant on travaille sur un autre lieu. On a commencé à travailler avec Alger, et puis on s'est rencontrés. Vous nous avez présenté votre initiative ReGen, de ce qu'était la ville de Bonifacio, ce qu'elle portait. Vous nous avez proposé de venir voir par nous-mêmes. Puis on est là, c'est que ça nous a convaincus. Ça nous a convaincus d'une part que la Corse et la ville de Bonifacio en particulier a certainement une place singulière à tenir dans un dispositif comme celui-là, parce qu'il y a des problématiques singulières sur ce territoire, il y a des atouts, il y a une histoire spécifique à ce territoire, et qu'il y a certainement la possibilité de déployer des activités qui tout au long de l'année permettront tout simplement de faire briller ou de faire résonner les dynamiques que vous portez, mais aussi qui permettront, comme ça a été le cas aujourd'hui, de rassembler des acteurs issus de différents territoires, tout simplement pour qu'ils puissent échanger ensemble autour de ces thématiques. Donc on est très heureux que vous soyez venus nous chercher, très heureux que cette rencontre ait pu être organisée par Christophe Madrol, donc il n'a pas pu rester, mais donc au Conseil régional Sud. Et où la prochaine étape pour nous, elle est bien entendu de travailler. Alors, heureux de voir l'université de Corté. On a échangé déjà avec votre président, puisqu'on travaille aussi à essayer de développer un certain nombre de partenariats, notamment sur les travaux que vous menez sur les grands feux. Mais voilà, l'enjeu pour nous est d'essayer de façon partenariale, tout simplement, à notre mesure, de contribuer à l'écriture de ce que pourrait être ce lieu, et puis de l'inscrire dans une dynamique plus large, tout simplement. Et puis nous, à côté de la création de lieux, et je vais être très bref, t'inquiète pas Stéphanie, on travaille aussi sur le déploiement d'actions éducatives, sur le déploiement d'actions de formation. Notamment, on est en train de créer avec le ministère de l'Éducation nationale le premier CFA dédié au métier de la transition environnementale, en partenariat avec les réseaux universitaires aussi. On aura certainement l'occasion d'en parler pour permettre tout simplement de répondre à l'évolution des métiers et aux besoins des acteurs qui travaillent sur les enjeux de transition, parce qu'il y a un décalage là-dessus. Et donc, on essaie de façon partenariale d'apporter des réponses. Voilà. Merci. Merci Cyprien. Donc là, je voudrais laisser la parole à 2 parrains de ce projet, puisque la Corse a cette capacité extraordinaire d'attirer des représentants de Méditerranée. Donc je vais laisser la parole à Elisabeth Chouraki, qui ne va pas parler en son nom propre aujourd'hui. Et pour cette occasion, elle va nous lire un message de Tatiana Emma, qui est la coordonnatrice de l'ONU Environnement du plan d'action pour la Méditerranée et qui est la secrétaire exécutive de la Convention de Barcelone. Elle n'est pas avec nous aujourd'hui pour
simple problème d'avion. Mais elle a tenu à passer ce message. Donc, à toi, Elisabeth. Très bien. Donc, Tatiana Emma voudrait s'exprimer à 2 titres aujourd'hui. Et à 2 titres aussi, vous remercier et se féliciter du lancement de ce projet REGEN. D'abord, en tant que secrétariat de la Convention de Barcelone pour la protection du milieu marin et côtier de Méditerranée, puisque la Convention de Barcelone prévoit notamment un droit à l'information et à la participation du public, et elle prévoit explicitement dans un de ses articles que les autorités compétentes accordent au public l'accès approprié aux informations sur l'état de l'environnement, dans la zone d'application de la Convention et de ses protocoles, sur les activités ou mesures comportant ou susceptibles de comporter des effets graves pour la dite zone, ainsi que des mesures adoptées et les activités entreprises conformément à la Convention et au protocole. Donc il y a une logique de transparence et de redevabilité aussi qui sous-tend cette convention, et on est convaincu que le projet REGEN pourra aider à la mettre en œuvre et à la concrétiser. Il faut aussi savoir que le Programme des Nations Unies pour l'environnement et son plan d'action pour la Méditerranée a une stratégie à moyen terme qui comporte un programme habilitant pour un plaidoyer, une sensibilisation, une éducation et une communication informée et cohérente. Donc, il y a un programme de travail qui correspond à la mise en œuvre de cette stratégie pour le biennium à venir, et il envisage notamment d'informer correctement les parties prenantes et les décideurs politiques sur l'état de la mer Méditerranée et de ses côtes, de les sensibiliser aux enjeux prioritaires en matière d'environnement, de diffuser les connaissances et de sensibiliser le grand public, et en particulier la jeunesse, notamment par le biais de la science participative et par des campagnes numériques notamment. Donc dans cette lignée, Tatiana Emma, voudrais d'ores et déjà vous partager quelques propositions de collaboration qui pourraient être envisagées avec le projet REGEN sur le biennium 2024-2025 et le programme de travail du PAM. C'est par exemple de célébrer ensemble les journées dédiées reconnues d'importance pour la Méditerranée. Donc on a par exemple le jour du littoral méditerranéen ou le jour des aires marines protégées méditerranéennes d'importance spéciale, ou encore les 50 ans de la Convention de Barcelone qui vont être célébrés l'année prochaine. On pourrait aussi travailler ensemble, par exemple, à délivrer des prix et des certificats environnementaux et de durabilité. On a par exemple le prix de durabilité WIMED, on a le prix de la ville respectueuse dans l'environnement. On a aussi les certificats pour ces aires marines d'importance spéciale en Méditerranée, avec pour but de renforcer la sensibilisation et la diffusion auprès du public. On pourrait aussi, par exemple, travailler à préparer et mettre en œuvre des programmes d'éducation et de sensibilisation environnementale sur des sujets clés, puisque c'est dans le programme de travail de la Convention, y compris à travers des outils de e-learning et à l'attention particulière de la jeunesse. Une dernière piste serait aussi de contribuer à l'organisation et d'intégrer l'itinéraire de sensibilisation et d'éducation environnementale qui est actuellement en programmation et qui liera la conférence Our Ocean, qui va être accueillie en 2024 en Grèce, à Athènes, et la conférence des Nations Unies pour l'océan, l'UNOC, qui est prévue à Nice en 2025. Donc on est en train de travailler à un itinéraire en fait, de sensibilisation et d'éducation environnementale, et Bonifacio et le projet REGEN pourraient en être une étape majeure. En particulier, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et son plan d'action pour la Méditerranée pourraient initier des collaborations aussi avec son centre régional d'activité dédié à la communication et l'information, qui est basé à Rome, je vous en parlais tout à l'heure, et qui célébrera lui aussi son 20e anniversaire prochainement, et dans lequel le projet REGEN trouvera un partenaire naturel. On a aussi son centre régional de prospective, le Plan Bleu, qui est basé à Marseille, et le réseau d'experts méditerranéens sur les changements climatiques et environnementaux, le MEDEC, qui est l'équivalent du GIEC et de l'IBES au niveau régional, et qui est accueilli au sein du Plan Bleu, qui pourrait travailler en collaboration avec REGEN. Enfin, je vous en ai parlé tout à l'heure, la Commission méditerranéenne du développement durable, le comité de conseil du PAMUE, s'apprête à lancer la révision de sa stratégie sous pilotage français lors des 2 prochaines années. Et en tant que forum consultatif et inclusif, il pourra s'appuyer sur les ressources et l'expertise qui pourraient être accueillies au sein du projet REGEN et consacrer une place de choix aux enjeux décisifs de la sensibilisation, de l'éducation et de la formation environnementale. Ensuite, à un deuxième titre, Tatiana Emma souhaitait se féliciter du lancement de ce projet en tant que structure d'accueil du plan d'action pour la Méditerranée exemplaire, puisque le secrétariat technique du PAMEX est accueilli au sein de la Convention de Barcelone et son secrétariat exécutif. Et en effet, la réalisation du projet REGEN à Bonifacio, en lien avec le projet Nido Odysseo,
fait partie intégrante d'un réseau méditerranéen de centres de formation, d'éducation et de sensibilisation environnementale à destination notamment des équipes des collectivités territoriales, du public, des entreprises et de la science méditerranéenne. Accélérera directement l'atteinte de plusieurs objectifs du PAMEX. Alors je vais prendre chacune des dimensions du centre, puisqu'il y en a 3, si on comprend bien. D'abord, dans sa fonction d'espace pédagogique dédié au développement durable, destiné aux citoyens et aux touristes, pour les amener à devenir des éco-citoyens. Donc, il faut savoir que l'action 2 du PAMEX vise explicitement à accélérer l'acquisition et la diffusion des connaissances scientifiques et des programmes éducatifs et prévoit plusieurs sous-actions, notamment soutenir les travaux de l'initiative BlueMed, pertinente pour l'organisation d'activités régionales dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. Je sais que Marie-Jo ici est océanographe. Il s'agirait aussi de promouvoir un réseau de méditerranéens de formation au métier de la mer qui avait été lancé au sommet des Deux Rives il y a déjà quelques années et qui pourrait se voir renforcé par exemple par un volet de formation destiné aux acteurs locaux avec le projet RedGen. Au niveau national, on pourrait renforcer les programmes de sensibilisation au profit des populations et des parties prenantes, notamment sur la nécessité de protéger les écosystèmes marins et côtiers des menaces anthropiques, donc nos comportements humains qui pèsent sur l'environnement, et aussi des changements climatiques, des déversements d'hydrocarbures et des autres pressions qui s'exercent sur notre mer. Et enfin, mettre en place un réseau régional consacré à l'échange de résultats. Donc c'est une ambition du PAMEX, des résultats qui seraient issus de la recherche sur l'évolution des écosystèmes marins et côtiers. Donc on pourrait faire un petit peu du RedGen aussi un observatoire des derniers développements et tendances. Et ainsi alerter en amont des dysfonctionnements écosystémiques tels que les épidémies, la mortalité de la faune marine ou autres. Une deuxième dimension importante du RedGen où des collaborations pourraient être envisagées, c'est dans sa vocation de hub, d'innovation, d'incubateur, de start-up. L'action 3 du PAMEX vise à accompagner la transition écologique du secteur du tourisme pour soutenir un développement durable. Et précisément, il y a un objectif qui porte sur la promotion de la formation, le renforcement des compétences par l'éducation et la formation professionnelle, le transfert de connaissances à l'aide de réseaux et de programmes de jumelage efficaces, afin d'obtenir de meilleures perspectives de coopération entre les acteurs du secteur touristique. Donc ici à Bonifacio, c'est un sujet majeur. Enfin, une dernière action du PAMEX est de renforcer la collecte et le recyclage des déchets plastiques en finançant notamment de nouvelles usines de recyclage. Et pour ce faire, d'identifier des besoins et des mécanismes de financement, mais aussi des transferts de technologies en matière d'infrastructures de recyclage. Donc peut-être que ce hub d'innovation pourrait jouer un rôle pour atteindre cet objectif. Aussi, sans plus tarder, pour conclure, je vous invite donc chaleureusement à présenter la déclaration de Bonifacio sur la réutilisation des eaux usées et le projet RedGen lors de la conférence méditerranéenne du développement durable qui commence demain à Marseille, en la voix de Stéphanie. C'est un peu compliqué. Faut que j'aille me raser. Je crois que Stéphanie a été désignée comme porte-parole. Ça va, parfait. Merci. Donc, Stéphanie nous représentera. Je vous invite aussi à engager la réflexion auprès des États parties de la Convention de Barcelone sur la meilleure façon de soutenir cette dynamique à travers les décisions en préparation pour la prochaine COP, donc qui aura lieu en décembre en Slovénie. Peut-être que la France veut porter une proposition dans ce sens. Je vous invite aussi à vous unir à la dynamique de mobilisation du PAMEX pour élever notre ambition et notre action commune. Et enfin, à travailler avec d'autres collectivités méditerranéennes à la formulation de propositions de projets dans le cadre de la facilité financière d'investissement du PAMEX. Eh bien, merci. Alors, un autre parrain méditerranéen, donc Gramenos Mastrogeni, pour le secrétariat, pour l'Union pour la Méditerranée, pardon. En Italie, parrain, ça sonne pas bien. Il padrino. Non, je blague. Supporter, d'accord. UNEPMAP travaille beaucoup plus que nous. Moi, je n'ai pas une liste de raisons pour laquelle ça marche, mais ça fait quelque temps qu'on en parle. Alors moi, je crois qu'on peut dire une chose. La Méditerranée est une réalité historique et géographique qu'on ne peut pas nier. En même temps, avec deux petites exceptions, à niveau international, elle n'existe pas. Par exemple, dans les schémas de négociation sur le climat, sur la biodiversité, nous sommes partagés en 3 groupes de négociation qui se disputent plutôt qu'aller ensemble. Dans la division géographique des Nations Unies,
la Méditerranée est partagée en 3 groupes géographiques, avec 2 exceptions. Un, c'est UNEPMAP, l'autre, c'est UFM. Nous sommes, ce n'est pas l'État, c'est nous, mais c'est la réalité. Nous sommes la communauté internationale qui se penche sur la Méditerranée. Et depuis qu'on a entendu parler de ce projet, qui a ses raisons d'être qui sont aussi locales, je crois qu'on s'est dit, mais ça doit se faire. Parce que ça va être utile non seulement à Bonifacio, au développement du tourisme, toutes des choses fantastiques quand même, ça va être utile parce qu'on a besoin de centres de distribution, de comparaison de la pensée, d'entraînement, de construction de capacités. Et je crois que je ne révèle pas un secret, on a eu une discussion ce matin avec le gouverneur de Corse, et à un bon moment il m'a regardé et il m'a dit « Mais alors c'est quand que je peux compter qu'il va y avoir le soutien de UPM ?» J'ai dû lui répondre « Maintenant ». Merci. Allez, un mot de l'université. Donc le micro passe d'un universitaire à un autre universitaire. Donc Alain Di Meglio. Merci, bonjour à toutes, à tous. Bien sûr, heureux d'être là et de représenter l'université qui est évidemment partenaire de ce projet. Je rappelle que l'université, c'est l'université de Corse et qu'elle n'est pas, on ne dit jamais l'université de Corte, mais on dit toujours Università di Corsica, université de Corse, dans la mesure où elle touche à l'ensemble de l'île au moins, puisque évidemment une université c'est fait pour être ouvert. 2 mots liminaires pour dire combien ce projet, en tant qu'adjoint à la culture, pour dire combien ce projet a du sens à Bonifacio. Bonifacio, c'est la plus vieille ville de Corse. Bonifacio, c'est la plus vieille attestation de Corse. C'est-à-dire qu'ici, l'humain remonte au moins au néolithique. Bonifacio, c'est aussi la ville la plus aride de Corse, dans la mesure où nous avons la plus faible pluviométrie de France. Donc, tout ça n'est pas un paradoxe, mais Bonifacio, vous le verrez, dans la mesure où cette ressource en eau est rare, c'est aussi un trésor qui a permis d'être là depuis 9000 ans, et un trésor que vous retrouvez de partout. Vous pouvez vous promener de partout à Bonifacio. L'ingénierie, l'imagination, la créativité, l'architecture est au service de l'eau. Parce que justement, c'est une ressource rare, ce qui fait tout son sens aujourd'hui à cette rencontre. Vous pouvez aller sous la citerne génoise, il y a une citerne. Vous pouvez vous promener dans les rues de la vieille ville, il y a des arcs-boutants qui sont aussi des aqueducs qui permettent de desservir des citernes. Les militaires ont construit des citernes, les Génois ont construit des citernes. Nous sommes à Bonifacio la plus vieille ville à avoir un égout. C'est un égout, c'est une architecture que nous devons aux Génois. C'est pour vous dire que s'il y a bien du sens à mettre notre imagination, notre innovation au service de l'eau, c'est bien ici. Donc on est bien au bon endroit et je tiens à remercier tout le monde pour ça. Je voudrais aussi dire, alors cette fois-ci au titre de l'université, que nous sommes là, bien sûr, et que l'eau à l'université est d'une extrême importance. Mon collègue Antoine Orsini, qui est avec vous, ès-qualité depuis ce matin, et qui incarne bien mieux que moi cette spécialité de l'eau, pourrait dire que nous la déclinons depuis sa salinité marine jusqu'à sa pureté dans les plus hautes sources de notre île. Donc à Bonifacio, nous sommes essentiellement une cité marine, mais cette ressource-là est bien entendu étudiée à Corte. Bien entendu, Stella Mar et toute notre présence dans les comités scientifiques de l'Office de l'environnement. Vanina Pasqualini, notre vice-présidente à la recherche, sera là ce soir pour étudier la salinité et le caractère saumâtre de l'étang de Péchoucan, à quelques kilomètres d'ici. Donc l'eau, dans toutes ses dimensions, est étudiée à l'université, et pour avoir cheminé avec mon collègue depuis une trentaine d'années à l'université, c'est dans notre ADN. Pourquoi aussi? Parce que cette université est au service de son territoire. L'environnement
est une prérogative que nous nous sommes donnée d'emblée. C'est une université qui naît d'une résilience, donc elle s'est mise au moment de sa réouverture en 1981 très vite au service de son territoire. Ce qui veut dire que dans le cadre de la convention que nous avons signée avec Bonifacio, qui est une convention cadre, nous sommes prêts à tirer tous les fils, tous les avenants qui nous permettront d'être partenaires au quotidien avec une prestation intellectuelle permanente que nous avons déjà à l'université et que nous développons depuis notre création et que, bien entendu, vous pouvez compter sur nous. Et donc, Gilles Simeoni a dû nous quitter, mais vous êtes là pour le représenter. Ah, c'est une lourde charge que représenter le président, alors je vais essayer de le faire modestement. Et donc simplement pour rebondir sur les propos de mon voisin de gauche, effectivement, quand on parle d'une Méditerranée qui a été longtemps ignorée, qui a été souvent dénigrée et parfois même moquée, et au milieu de cette Méditerranée, notre Corse qui a traversé, et son peuple, hein, qui ont traversé les millénaires, et qui ont résisté à toute sorte d'invasion, et ce peuple qui est aujourd'hui debout, fort de ce qu'on considère, nous, notre identité, notre langue, notre culture, notre patrimoine matériel et immatériel. Et je crois qu'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, à travers l'expérience de Bonivaz aujourd'hui, du projet sur l'eau, mais au-delà du projet qui est porté, le politique qui est porté par le maire et toute son équipe, c'est un projet développement durable sur le patrimoine, sur une autre façon de construire le tourisme, une autre façon de mettre en lumière notre patrimoine et notre culture de manière large, une autre façon de voir aussi nos espaces naturels avec cette notion de préservation qui n'exclut pas la valorisation. Tout ça nous dit combien aujourd'hui le prolongement du projet ReGen est naturel. Parce qu'on arrive quelque part au bout de cette logique avec l'idée aujourd'hui qui est celle de à la fois sensibiliser, former, éduquer, mettre des outils de recherche au profit de l'environnement et du développement durable. Alors chez nous, il y a un dicton qu'on connaît tous en Corse qui dit « Evuni long diventano isarpi ». Ça veut dire tout simplement, je le traduis en français, que les cordes qui s'allongent après deviennent serpents. Et donc aujourd'hui, il est temps qu'on passe à la concrétisation et à l'appui de ce projet. Le président Simeoni, ce matin, je crois, monsieur le maire, vous a apporté tout le soutien. Je pense qu'aujourd'hui, les clignotants sont au vert, les choses vont s'ordonnancer. Vous pouvez compter sur moi, vous l'avez signalé, vous pouvez compter sur moi pour être à vos côtés, votre relais au sein du Conseil exécutif et plus largement au sein de l'Assemblée de Corse pour faire en sorte que ce qui pouvait être une utopie il y a quelques années devienne la réalité de demain.